Personnages, personnalités, caractères, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques, présidée alors par monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou un invité extérieur présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Et le lundi 24 février 2003, Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS, évoquait Staline. Nous l'écoutons. À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Iosif Vissarionovitch Djougashvili, plus connu sous le pseudonyme de Staline, l'homme d'acier, le moment est largement venu pour les historiens de se pencher de manière approfondie sur l'une des figures politiques les plus contrastées du siècle passé, qui a suscité en son temps adoration et diabolisation. Dès les années 1930, Staline était devenu un symbole honni par tous ceux qui combattaient le communisme, qu'ils fussent ses concurrents les plus proches, comme les fascistes et les nazis, ou au contraire qu'ils aient perçu en celui-ci le chef d'un système anti-humain, comme le pape Pie XI, par exemple, dans son encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937. À l'inverse, en URSS, dans les pays communistes et dans les partis communistes qui n'étaient pas au pouvoir, Staline a été l'objet d'un formidable culte et le critère absolu de la fidélité au communisme. Critiquer Staline, si peu que ce soit, c'était passer dans le camp de l'ennemi de classe. Dans la première hagiographie publiée en France en 1935, l'écrivain Henri Barbus décrivait le secrétaire général du Parti communiste bolchevique d'Union soviétique, comme il s'appelait alors, je cite, comme l'homme à la tête de savant, à la figure d'ouvrier et à l'habit de simple soldat, ce qui compose une figure assez curieuse. Et en 1937, Maurice Thorez, qui était déjà le chef du Parti communiste français, lui dédicaça sa propre autobiographie intitulée Fils du peuple dans les termes suivants que nous venons de retrouver dans les archives, je cite, au camarade Staline, le constructeur génial du socialisme, le chef aimé des travailleurs du monde entier, le guide des peuples, le maître et l'ami qui me fit, un jour heureux entre tous, le grand honneur de me recevoir, en témoignage de ma fidélité absolue et de mon amour filial, Thorez. Alors génie, guide, maître, ami, fidélité, amour filial, autant de termes forts éloignés du registre politique et qui pourtant rendent bien compte de ce que le communisme fut avant tout une passion révolutionnaire, mais aussi une passion messianique. Le salut des travailleurs et des peuples était en principe assuré par l'amour que Staline leur portait et qu'en contrepartie, évidemment, chaque communiste et chaque travailleur devait porter à Staline. Le 70e anniversaire du vainqueur de Stalingrad en 1949 fut d'ailleurs l'occasion du plus stupéfiant déferlement d'adoration qu'un humain ait pu connaître au XXe siècle. Le PCF ne fut pas en reste, qui publia brochures, diffusa même un film intitulé L'homme que nous aimons le plus, et dans l'Humanité de novembre 1948, Paul Éluard publia à son tour à la gloire de Staline un poème qui, il faut bien dire, était relativement halluciné, que je ne citerai pas. Et Louis Aragon, que je vais citer, à Moscou le 28 janvier 1953, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant la mort de Staline, déclarait, je cite, « Cette distinction, il s'agissait du prix Staline, cette distinction porte le nom du plus grand philosophe de tous les temps, de celui qui éduque les hommes et transforme la nature, de celui qui a proclamé que l'homme est la plus grande valeur sur terre, de celui dont le nom est le plus beau, le plus proche, le plus étonnant dans tous les pays pour tous ceux qui luttent pour leur dignité, le nom du camarade Staline. » Alors, si l'adoration était réservée aux croyants communistes, l'admiration était largement répandue chez les autres. Et lors de la mort du dictateur, par exemple, après le 5 mars 1953, le président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, avait proposé à l'Assemblée de s'associer profondément à la douleur du peuple soviétique et d'observer 1 minute de silence à la mémoire du maréchal Staline, et seuls 2 députés avaient refusé de se lever. Alors, les raisons de cette adulation générale étaient évidemment fort diverses. Chez les communistes, elles relevaient d'une croyance profondément enracinée dans leur triple passion, révolutionnaire, scientiste et utopiste, et elles confinaient à un amour pseudo-mystique. Chez les non-communistes, elle reposait sur la reconnaissance incontestable aux vainqueurs des armées nazies, ce que j'appelle, en plagiant François Furet, le charme universel de Stalingrad, sur une certaine fascination pour l'idée révolutionnaire, en particulier en France, et sur sa violence inhérente, et aussi, plus trivialement, sur les impératifs, évidemment, de la réalpolitique. Chez tous, elle devait beaucoup à une formidable propagande, car Staline avait pris soin personnellement, dès les années 30, de réécrire l'histoire de la révolution bolchevique afin de s'y attribuer le premier rôle,
n'hésitant pas, pour rendre la chose plus crédible, à faire disparaître, d'abord symboliquement dans les bibliothèques et sur les photos, et puis physiquement, lors des purges et des procès à grand spectacle, les principaux acteurs et témoins de cette histoire. Pourtant, dès 1935, Boris Souvarine avait publié la première et remarquable biographie de Staline, où il retraçait le parcours du Géorgien vers le pouvoir absolu. Et en 1939, alors qu'il préparait une réédition de cette biographie, il développa le portrait de Staline comme l'un des grands criminels de l'histoire, et il dénonçait, je cite, sa terreur autocratique sans exemple présent à la mémoire humaine. Alors ce portrait de grand criminel fut depuis largement complété, en particulier par les ouvrages de Robert Conquest et d'Alexandre Solienitsyn, pour ne citer qu'eux, et plus récemment, dans le livre noir du communisme, Nicolas Werth, que je crois que vous avez entendu ici il y a quelques semaines, a présenté une remarquable synthèse de la dimension criminelle du communisme soviétique, tant sous Lénine que sous Staline. Grâce à l'exploitation de plus en plus active des archives soviétiques et d'Europe de l'Est, on saisit mieux aujourd'hui les contours de cette gigantesque terreur de masse, scandée par quelques événements majeurs que je voudrais rappeler. Et d'abord, la guerre contre la paysannerie, qui accompagna la collectivisation forcée des années 1929-1933, avec le fameux slogan lancé personnellement par Staline, « Liquidons les koulaks en tant que classe ». En 1930-31, environ 30 000 koulaks furent fusillés, 1 680 000 autres furent déportés avec leurs familles, pendant que 1 million d'autres fuyaient leur village et que 2 millions étaient exilés dans des régions éloignées et relativement inhospitalières. Puis ce fut à l'été 1932 et jusqu'au printemps 1933 la grande famine organisée contre la paysannerie ukrainienne, en décrétant la réquisition par l'État de l'ensemble des récoltes et en envoyant des dizaines de milliers de commandos communistes armés s'emparer par la force de l'ultime ravitaillement des récalcitrants, Staline a provoqué un véritable génocide de classe et d'ethnie qui a entraîné la mort de 5 à 6 millions de personnes en 9 mois. Ensuite, après l'assassinat de Kirov, un des bras droits de Staline, le 1er décembre 1934, le dictateur a commencé à programmer la Grande Terreur, inaugurée à l'été 1936 par le premier des 3 grands procès de Moscou. Et Yezhov, Nikolai Yezhov, le chef du NKVD de la police politique, fut alors chargé de liquider les ennemis du peuple selon des quotas fixés à l'avance et des modalités qui ne comprenaient que 2 catégories. La première, fusillée, et la seconde, déportée. Désormais, les ordres opérationnels du NKVD, que nous retrouvons progressivement dans les archives à Moscou, directement inspirés par Staline, ont scandé les 14 mois qui courent du 30 juillet 1937 au 1er novembre 1938, la phase de la Grande Terreur. J'en citerai seulement quelques-uns. L'ordre opérationnel numéro 00447 du 30 juillet 1937, qui visait les koulaks ayant terminé leur peine ou qui étaient évadés du goulag, les religieux, les croyants, les ex-membres des partis non communistes, les criminels et en général, avec une expression tout à fait remarquable, les gens du passé. Les gens du passé, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus leur place dans la société du socialisme en construction, ce qui a autorisé l'arrestation en quelques mois de 767 397 personnes, dont 386 798 ont été fusillées. On a aussi l'ordre opérationnel numéro 00486 du 15 août 37, qui a été lui-même d'ailleurs défini par le bureau politique le 5 juillet 37, et qui autorisait l'arrestation de plus de 18 000 femmes d'ennemis du peuple et de 25 000 enfants de plus de 15 ans d'ennemis du peuple. On a encore, pour en citer un autre, l'ordre opérationnel numéro 00439 du 25 juillet 37, donc vous voyez que tout ça est très ramassé dans le temps, qui visait tous les Allemands travaillant en URSS et les Soviétiques ayant eu des relations avec l'Allemagne. Soit au total 68 000 personnes arrêtées en quelques semaines, dont 42 000 furent exécutées. Enfin, le dernier que je citerai, l'ordre opérationnel numéro 00485 du 11 août 37, qui visait tous les Soviétiques ayant eu des relations avec la Pologne ou des Polonais en URSS, soit au total 144 000 personnes arrêtées en quelques semaines, dont 110 000 furent exécutées, y compris la plupart des dirigeants et des cadres du Parti communiste polonais qui étaient réfugiés, à leur grand malheur, en URSS. Et bientôt, le bureau politique autorisa le NKVD à étendre son action aux opérations, je cite, coréenne, lettonne, estonienne, grecque, iranienne, roumaine, finlandaise, chinoise, bulgare, macédonienne, afghane. C'est-à-dire que toutes ces catégories de population étaient visées par ce type d'ordre de répression et on leur appliquait les 2 catégories, la 1 et la 2. Le total des victimes de ces opérations nationales se monte à 350 000 personnes arrêtées, dont 247 157 exécutées.
Enfin, le 19 septembre 1937, le bureau politique autorisa le NKVD à intervenir en Mongolie extérieure, qui était en principe un pays indépendant, ce qui aboutit en 4 mois à l'arrestation de plus de 10 000 conspirateurs, dont plus de 6 000 étaient déjà fusillés en mars 1938. Parallèlement, Staline signa personnellement 383 listes transmise par Yezhov, le chef de la police, concernant plus de 44 000 membres du Parti communiste et de l'appareil d'État, dont 39 000 furent exécutés, les autres déportés. Au total, du 1er octobre 1936 au 1er novembre 1938, c'est plus de 1 565 000 personnes qui ont été arrêtées, dont plus de 668 000 qui ont été exécutées, les autres étant envoyés en déportation. Alors, les accords Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939 et du 28 septembre 1939, en provoquant la conquête par l'armée rouge de la partie orientale de la Pologne, puis en juin 1940 des États baltes et de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord, ont entraîné de nouvelles vagues de terreur contre ces nations qui ont été immédiatement soviétisées. Je n'en citerai que 2, la Pologne. Les soviétiques firent immédiatement 230 000 prisonniers de guerre, dont la moitié a été libérée, mais dont l'autre moitié a été soit envoyée au goulag, soit incorporée de force dans l'armée rouge, comme nouveaux citoyens soviétiques, évidemment. Et surtout, le 5 mars 1940, sur rapport de Beria, Staline et le Politburo ont décidé de faire assassiner 25 700 Polonais qui étaient internés, dont 14 587 officiers qui étaient prisonniers de guerre, dont les fameux 4 243 qui ont été tués d'une balle dans la tête au charnier de Katyn. Précisons enfin, là encore, les archives nous éclairent singulièrement, que le 2 mars 1940, Staline, c'est-à-dire 3 jours avant cette décision du bureau politique, Staline donne suite à la demande de Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, qui sollicitait l'autorisation de déporter les 22 à 25 000 familles des hommes qui allaient être condamnés dans les jours suivants à mort, ce que le Politburo, évidemment, lui accorda. Ce qui représente plus de 65 000 personnes environ, femmes et enfants essentiellement. Parallèlement, le NKVD lança de grandes opérations de déportation et sur une population de la Pologne orientale qui représentait environ 12 millions de personnes, le régime soviétique fit entre septembre 1939 et juin 1941 plus de 440 000 victimes, ce qui donne un ordre de grandeur. Avec bien sûr massacres et déportations qui reprirent en 1944-45 quand l'armée rouge repassa par là. En ce qui concerne l'Estonie, c'est à peu près la même chose. L'armée rouge entra en Estonie le 12 juin 1940 et instaura immédiatement une vague de terreur qui fit entre juin 1940 et mai 1945, c'est-à-dire le retour définitif de l'armée rouge, environ 175 000 victimes, soit 17,5% de la population, ce qui rapporté à la France d'aujourd'hui correspondrait à plus de 10 millions de personnes. Tout de même assez impressionnant. Alors bien sûr, les mêmes méthodes furent pratiquées en Lituanie, en Lettonie, en Bessarabie, en Bucovine du Nord. Et la guerre fut l'occasion pour Staline de poursuivre ses opérations génocidaires, avec la déportation à l'automne 1941 de 900 000 Allemands de la Volga. La déportation en 3 jours, du 27 au 30 décembre 1943, de 93 000 Kalmouks. La déportation, tout à fait sans doute le record du monde, en 5 jours, du 23 au 28 février 1944, de 521 000 Tchétchènes en 5 jours, de 180 000 Tatars de Crimée en 3 jours, du 18 au 20 mai 1944, etc. Je ne vous cite pas les Grecs, les Bulgares, les Arméniens, les Turcs, les Kurdes, les Klemchines du Caucase, etc. Et après-guerre, évidemment, toute cette terreur fut exportée dans toute l'Europe de l'Est. Reste donc à comprendre les raisons profondes de cette orgie de crimes, et nombre d'auteurs ont mis en avant un certain nombre de raisons, à commencer par la paranoïa de Staline, sa méfiance maladive, sa cruauté, son plaisir de la vengeance. Staline fut aussi souvent comparé au tsar Ivan le Terrible, et l'un des premiers d'ailleurs, Trotsky, insista sur la personnalité paranoïaque et maladivement policière de celui qui allait le faire assassiner en 1940. Et paradoxalement, Trotsky fut suivi dans cette analyse par Nikita Khrouchtchev, qui, lors de son rapport secret au 20e congrès en 1956, multiplia les allusions psychiatriques à propos de Staline, dénonçant, je cite, son caractère maladivement soupçonneux, sa nervosité, son hystérie, sa folie de la persécution, qui atteignit des proportions incroyables, ou encore sa folie des grandeurs. Alors, cette vision paranoïde s'est accompagnée d'une vision, je dirais, idiotique. C'est-à-dire que pour Trotsky, par exemple, le secrétaire général était un personnage de 3e ordre, comme il disait, la plus brillante médiocrité du parti. Un petit apparatchik qui, je cite Trotsky, n'était ni un penseur, ni un écrivain, ni un orateur, et qui, par l'intrigue et l'absence de scrupules, s'était hissé au fait du pouvoir,
et était parvenu au pouvoir par usurpation, je cite Trotsky, usurpation du droit à jouer un rôle aussi exceptionnel. Bon. Khrouchtchev, curieusement, là encore, lui a emboîté le pas, 30 ans plus tard, en expliquant sans rire que Staline menait les opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale sur une map monde, ce qui est tout de même un petit peu excessif. Alors, ces explications psychologisantes, si elles recèlent une part de vérité, font appel au registre de la monstruosité et renvoient à la fois à un jugement moral et à une approche relevant, je dirais, du mystérieux et de l'inexplicable. Et encore aujourd'hui, l'une des chefs de file de l'école révisionniste américaine sur l'histoire de l'URSS, Madame Sheila Fitzpatrick, dont un ouvrage a été récemment publié en français, écrit à propos de cette grande terreur de 1936-38 et surtout 37-38, voilà ce qu'elle écrit. Il semble impossible qu'une chose aussi extraordinaire, aussi monstrueusement étrangère à l'expérience normale, puisse se produire par hasard. Les gens pensent que de tels événements doivent avoir une explication. Et pourtant, ceux-ci apparaissent fondamentalement irrationnels, absurdes, sans rapport avec les intérêts de qui que ce soit. Voilà, fin de citation. Alors on comprend évidemment que l'esprit humain se refuse à envisager les raisons, entre guillemets, bonnes ou mauvaises, qui ont pu provoquer de tels massacres. Et pourtant, ces massacres ont bien été commandés par des hommes dont la conduite répondait à une démarche rationnelle que l'historien se doit d'élucider. En 1959, dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle, qui avait été personnellement confronté au dictateur de Moscou en décembre 1944, a écarté les faux-semblants de l'éloge dithyrambique, de la critique diabolisante ou de la stigmatisation psychiatrique pour aborder la question au fond. Voilà ce qu'écrivait plutôt le général. Staline était possédé de la volonté de puissance. Rompu par une vie de complot à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger, tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer. Il y était parvenu, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaines, subjuguant ou liquidant les autres. Alors, beaucoup des traits qui sont relevés dans ce portrait par le général de Gaulle sont profondément exacts. Mais le général, je crois, se trompait quand, cherchant à définir les buts du despote, il estimait que, je cite, que ceux-ci visaient à satisfaire les rêves de la patrie et que Staline aima la Russie à sa manière, une Russie dont il aurait été le champion rusé et implacable. Il est vrai que le général de Gaulle n'a jamais cru à la vitalité historique des systèmes idéologiques et que 74 ans après le 7 novembre 1917, l'histoire lui a donné raison puisque le système communiste s'est effondré comme un château de cartes. Il n'en reste pas moins que dans la phase de fondation du système, c'est-à-dire de 1917 à 1953, c'est bien l'idéologie qui a commandé la conduite de Lénine puis de Staline. Une idéologie évidemment révolutionnaire et communiste qui, dans chaque conjoncture, a pesé sur les choix dans le sens d'un projet totalitaire de plus en plus affirmé. Car on l'oublie trop, Staline était un authentique bolchevique, élevé à l'école du léninisme. Révolutionnaire professionnel dès 1900, il rencontra Lénine en 1905, et dès 1907, il s'occupa d'organiser des hold-up pour alimenter les caisses du parti bolchevique. Or, un parti clandestin a toujours besoin de beaucoup d'argent, ce qui le faisait qualifier par le chef du parti Lénine de merveilleux géorgien, c'est tout de même un éloge extraordinaire, et dès 1912, Lénine le coopta au comité central, qui, à l'époque, rappelons-le, n'était composé que de 13 membres, c'est-à-dire un groupe extrêmement rapproché. Au printemps 1917, Staline a été élu en 3e position au comité central et il a eu dès ce moment un rôle capital dans l'appareil du parti. En 1919, il était l'un des 5 membres du bureau politique et il était le seul à être également membre du bureau d'organisation. Et en 1922, il a été tout à fait logiquement nommé par Lénine secrétaire général du comité central, c'est-à-dire chef de l'appareil du parti qui s'était emparé de l'un des plus puissants États du monde et qui se transformait rapidement en parti-État. Staline n'est donc pas l'obscur apparatchik décrit par Trotsky, mais l'un des collaborateurs directs de Lénine et parmi les plus appréciés pour son soutien sans faille au leader, son sens de la discipline, son sang-froid, sa fermeté de caractère exceptionnelle, sa détermination et son absence totale de scrupules et de pitié dans l'action, qui ont été des atouts majeurs pour les bolcheviks lors de la guerre civile de 1918-1920.
Et c'est donc tout à fait logiquement que dans ce qu'on appelle son testament, qui était dicté fin décembre 1922 dans ses derniers moments de lucidité, Lénine a désigné Staline comme l'un des deux principaux responsables du parti après sa mort, avec Trotsky. Alors bien sûr, je ne détaillerai pas l'histoire de la bataille de succession qui est assez connue, mais dans cette bataille, Staline a montré infiniment plus de volonté et de sens tactique que ses adversaires. Il a joué à la perfection les uns contre les autres. S'étant emparé du parti, Staline l'a remodelé à sa main, en assurant la promotion de millions de jeunes issus des campagnes, au capital scolaire souvent très faible, qui étaient évidemment fascinés par les situations qui leur étaient promises, mais qui, en contrepartie, étaient contraints de démontrer en actes, aussi souvent que nécessaire, leur allégeance totale à leur chef, et au premier d'entre eux, à Staline, y compris par leur compromission dans les assassinats de masse. En retour, ce parti formé de jeunes gens frustes, brutaux, grossiers, s'est reconnu dans ce chef, issu comme lui du petit peuple, à la différence, il faut le souligner, de la plupart des chefs bolcheviques historiques, qui étaient des lettrés marxistes issus de la petite noblesse, de la bourgeoisie russe ou des communautés juives des villes. En 6 années, Staline s'est imposé comme le patron, le voïd, comme on dit, le guide, à la suite d'une série de manœuvres où il a montré toutes ses capacités d'homme de pouvoir, mais surtout une compréhension aiguë de la nature totalitaire du régime qui, déjà sous Lénine, reposait sur le principe du parti unique, de l'autorité incontestée du chef et de l'unité absolue du parti. Alors la bataille avec Trotsky a porté dès le second semestre 1923, c'est-à-dire extrêmement tôt, sur 2 points majeurs, la nature du pouvoir et la nature du processus révolutionnaire. La nature du pouvoir d'abord, la nature du processus révolutionnaire. À la différence de beaucoup d'autres bolcheviks, Staline avait compris que la conquête du pouvoir modifiait la nature du parti, qui de parti mouvement révolutionnaire devenait un parti-État. Et le 19 janvier 1924, il fit adopter une résolution qui dénonçait chez Trotsky, je cite, une tentative directe de discréditer l'appareil du parti qui ne pouvait, objectivement parlant, conduire à rien d'autre qu'à soustraire l'appareil de l'État à l'influence du parti. Donc les enjeux étaient parfaitement clairs très tôt. Alors derrière cette querelle un peu byzantine se cache en fait l'une des bases du système totalitaire, c'est-à-dire la prééminence constante du parti sur l'appareil d'État, de l'idéologie sur les contraintes de gouvernement, des idéocrates sur les technocrates et ce qu'on a appelé à la période maoïste des rouges sur les experts. L'autre point d'achoppement avec Trotsky portait sur les voies et moyens de la révolution bolchevique, et d'abord sur le moyen de conserver le pouvoir à tout prix et de développer la puissance communiste qui avait été inaugurée en novembre 1917. Là encore, Staline a fait preuve d'un très grand sens politique et d'une formidable efficacité. Il ne croyait pas à la puissance du mouvement ouvrier révolutionnaire. Il était convaincu au contraire que le seul moyen de sauvegarder et de renforcer le pouvoir soviétique reposait sur ce qu'il a appelé la construction du socialisme dans un seul pays, slogan qu'il avait rendu public dès le 17 décembre 1924, c'est-à-dire là encore très tôt. Alors ce choix stratégique de la construction du socialisme dans un seul pays a impliqué 3 décisions majeures, très audacieuses. La première a engagé l'URSS dans une industrialisation accélérée, placée sous le signe du premier plan quinquennal, inauguré en 1928. Cette industrialisation développait une sidérurgie lourde et une industrie automobile et aéronautique destinée à doter l'URSS d'une grande armée moderne et mécanisée qui finalement sera la pierre angulaire de la victoire militaire de 1945 et de l'expansion consécutive du système communiste. La deuxième grande décision a été de collectiviser l'agriculture afin d'arracher à la paysannerie le capital indispensable au financement de cette industrialisation, mais aussi de placer les kolkhozien dans un semi-servage et surtout de contrôler la production de nourriture et par là d'assurer au pouvoir un moyen de pression décisif sur l'ensemble de la société. La troisième décision a consisté dès le milieu des années 30 à instrumentaliser le nationalisme grand russe en liquidant ou en russifiant les minorités, je l'évoquais tout à l'heure, et en habillant du terme de patriotisme soviétique un chauvinisme ethnique russe, avec pour contrepartie dès 1943 la montée d'un antisémitisme très virulent, hypocritement nommé ensuite antisionisme ou anticosmopolitisme. Par ces 3 décisions, Staline s'est solidement attaché les services des Russes afin de combattre les ferments permanents de désagrégation que représentaient les nationalités du nouvel empire communiste en cours de formation. Et ayant donc, par la terreur généralisée, par le contrôle du revenu de chaque habitant, par le contrôle du logement, du ravitaillement, par le contrôle de la culture et de l'opinion,
ramener l'ensemble de la population à ce que j'appellerais le degré zéro de l'autonomie, le pouvoir a pu désormais reconstruire une société, entre guillemets, comme il l'entendait. Il a évidemment exterminé ou réprimé tous ceux qui voulaient conserver une once de liberté, et il a distribué ses prébendes, et en ces temps effrayants, un lit avec des draps propres dans une maison chauffée et 3 repas par jour était relativement un luxe. Donc il a distribué ses prébendes à ceux qui faisaient tourner la machine totalitaire, c'est-à-dire les membres du parti, la police politique, l'armée, l'administration. Car un tel système ne pouvait fonctionner que grâce à la terreur de masse qui trouvait là sa justification rationnelle. Je voudrais contredire sérieusement Madame Sheila Fitzpatrick, qui considère que tout ça est parfaitement irrationnel. Ainsi, les grandes vagues de terreur des années 1930-1940 et du début des années 50 ont visé tout à fait rationnellement à atteindre un certain nombre d'objectifs politiques. Premier objectif, assurer le pouvoir absolu du chef du parti sur le parti et sur l'administration. Deuxièmement, assurer le pouvoir absolu du parti sur l'ensemble de la population en réprimant toute résistance et en liquidant les fameux hommes du passé que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui avaient une mémoire de ce qu'avait été une société sinon démocratique, du moins une société civile. Troisième objectif, c'est là déjà dans le milieu des années 30, se préparer à la guerre, en liquidant des catégories de population entières qui étaient définies selon des critères soit sociaux, soit nationaux, soit les deux pour les paysans ukrainiens, et qui étaient considérés par Staline comme des 5e colonnes potentielles en cas de guerre. Quatrième objectif très clair, consolider à partir de 1939 les conquêtes de 1939-41, en liquidant toutes les élites nationales des pays ou des régions qui étaient envahies. Ensuite, profiter de la guerre pour affaiblir par des déportations de masse les nations non russes que j'ai évoquées tout à l'heure, qui étaient traditionnellement rebelles, comme les Tchétchènes, ou qui étaient fidèles à des traditions culturelles incompatibles avec le communisme. Et enfin, évidemment, objectif final, étendre le système de la manière la plus large hors du RSS. Et la terreur était évidemment le principal moyen rationnel de gouverner dans ce cadre-là, et l'une des conditions de son efficacité était évidemment le secret qui l'entourait, et qui l'a entouré extrêmement longtemps, et qui est maintenant en train de tomber avec les archives qui s'ouvrent depuis 1991 à Moscou. Dans le domaine de la politique étrangère, Staline a montré les mêmes qualités exceptionnelles de prudence et d'audace, de vision stratégique et d'habileté tactique, de dissimulation et d'absence de scrupules qui, du virage antifasciste du Front populaire en 1934 à l'autre virage des pactes germano-soviétiques de 1939, puis à l'ultime virage de Yalta, lui ont permis d'assurer pour longtemps le pouvoir soviétique et de se constituer un empire européen et d'encourager enfin très fortement l'émergence d'autres pôles communistes en Asie, puis en Amérique latine et en Afrique. Alors cette terreur et cet expansionnisme ont été très tôt masqués, j'y faisais allusion à propos du secret, par une formidable propagande. Un élément tout à fait essentiel de la ruse, de la dissimulation, de la désinformation inhérente à la politique de Staline et à laquelle les archives nous révèlent qu'il portait la plus grande attention. Il est indispensable, je voudrais maintenant venir un peu à ma conclusion, il est indispensable évidemment de nourrir d'informations l'indignation face aux crimes monstrueux du secrétaire général et de son père politique Lénine. Mais je crois que le moment est venu, comme cela fut le cas pour le totalitarisme nazi, d'établir ce qu'Ernst Nolte appelle le noyau rationnel, c'est-à-dire de comprendre Staline, non pas en entrant en empathie ou en intelligence avec lui, évidemment, mais en essayant de rendre intelligible sa conduite. À mes yeux, Staline a été sans conteste l'homme politique qui a le plus pesé sur le XXe siècle. Churchill et Lénine n'ont influé sur les affaires mondiales que pendant 5 ans, Hitler et Roosevelt pendant 12 ans. De Gaulle, Gandhi, Mao ont surtout marqué le destin de leur pays, mais Staline, lui, a participé au pouvoir dès 1917, avant de devenir un maître de plus en plus autocratique jusqu'à sa mort en 1953. Ni rêveur, ni exalté, mais fanatique réaliste, il mesurait au plus près les rapports de force et ne s'engageait qu'à coup sûr, même s'il eut à l'occasion à faire preuve d'une formidable audace, comme par exemple en 1939 dans ces fameux pactes germano-soviétiques. Il a imposé à l'ensemble du monde communiste un régime qui lui a survécu près de 40 années.
Il a hissé au rang de superpuissance une URSS qui était devenue la matrice idéologique et politique d'un système communiste mondial. Je renvoie là à une expression d'Annie Kriegel. S'il s'est montré aussi fanatique que Hitler, incontestablement, il a, par contre, à mon avis, largement surclassé son concurrent totalitaire, qui par comparaison fait figure, à mes yeux, d'amateur et je dirais même de dilettante. En effet, Staline s'est montré un professionnel perfectionniste, un super Machiavel, un remarquable stratège et tacticien de la politique. Je crois que Staline a été le plus brillant homme de pouvoir du XXe siècle, celui qui a su le mieux mettre en adéquation ses moyens avec ses objectifs. Alors bien sûr, un tel système communiste fondé sur la destruction de la propriété privée et l'économie administrée, sur la terreur et le mensonge, et enfin sur la négation de la personne humaine et la prétention à créer un homme nouveau, relevait du délire, c'est-à-dire d'une construction intellectuelle pathologique sans liaison avec le monde réel et qui s'est accompagnée d'une conviction absolue. Et ce système ne pouvait à terme que s'effondrer. Néanmoins, je crois qu'on ne peut rien comprendre à l'histoire du communisme au XXe siècle et à la pérennité d'un système aussi criminel si l'on néglige les qualités spécifiques de celui qui en hérita et qui sut en faire le modèle du totalitarisme. Je vous remercie. C'était Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS, invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 24 février 2003. Stéphane Courtois présente